Quand Didier Reynders, on ne va pas se mentir, cette réunion sur les Balkans ce matin, c'était pour ne pas froisser encore un peu plus ces pays. Il y a déjà une vraie amertume. En tout cas, du côté de la Commission, c'est pour réaffirmer un engagement. L'engagement d'avancer dans des négociations, mais avec la même règle. Il faut que dans chacun de ces pays, il y ait une vraie volonté de réforme. On a vu ces dernières années parfois un retour en arrière dans un certain nombre de ces pays, notamment en matière d'état de droit, dans mon domaine d'indépendance de la justice. Donc le message est toujours clair. Si vous voulez avancer dans l'adhésion à l'Union européenne, vous devez vous engager de manière déterminée dans un processus de réforme et de manière continue, pas avec des allers-retours. Et c'est ça le message que l'on a voulu donner, outre l'engagement d'investir dans les Balkans, notamment sur le plan économique. Allez, justement, le plan économique, la transition est toute trouvée. Demet est avec nous. Comment la Commission européenne envisage-t-elle de financer la reconstruction de l'Ukraine? Demet, c'est un vaste chantier. C'est une grande question. Aujourd'hui, Olaf Scholz a dit qu'il fallait mettre sur pied un plan Marshall pour aider l'Ukraine à se reconstruire. Ça va nécessiter encore plusieurs milliards d'euros et probablement s'étaler sur les générations futures. Didier Reynders, comment expliquer aux citoyens européens qui font face à une inflation galopante et probablement à une récession qu'ils vont devoir en plus prendre en charge ce coût? Mais il faut surtout expliquer ce que ça signifie. On l'a vu avec d'autres pays qui nous ont rejoints. Ça signifie aussi des marchés pour les entreprises européennes. Ça signifie une augmentation du pouvoir d'achat, du développement économique dans ces pays, à condition qu'on investisse bien. D'abord dans l'infrastructure. Il faut que dans les pays des Balkans, mais ce sera le cas en Ukraine, quand on va reconstruire, il y a une infrastructure qui permette de participer efficacement au marché intérieur, au marché de l'énergie, par exemple. Et si on prend l'Ukraine, de participer à la politique agricole en fournissant des produits agricoles. Mais si on a un vrai développement dans ces pays, cela devient aussi des marchés pour toutes les entreprises européennes. Regardez comment des entreprises de l'Europe de l'Ouest, pour simplifier, ont investi massivement dans les nouveaux pays qui nous ont rejoints. Oui, mais enfin, avant ces investissements, il y a un marché de l'énergie qui explose littéralement. L'Allemagne envisage même de rationner dès maintenant son gaz à l'approche de l'automne. Ça ne vous fait pas peur, vous, qu'une entreprise européenne, par exemple, paye 100 € 1 mégawattheure de gaz, là où un Américain en paye 10, là où un Russe en paye 2 ou 3 euros. Est-ce que ça ne va pas aussi altérer notre compétitivité? Mais bien entendu, mais la première des conditions, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de sortir de cette guerre. Il faut bien regarder le processus dans le temps. La première des priorités aujourd'hui, c'est de tenter de trouver une solution au conflit armé. Je l'ai dit, c'est aux Ukrainiens de nous dire à quel moment des négociations pourront avoir lieu. Pardonnez-moi, pour les Européens, c'est de boucler la fin de mois aujourd'hui. J'imagine qu'en Belgique, c'est la même chose qu'en France ou qu'en Allemagne ou en Italie. On me parle comme si l'Ukraine était dans l'Union. Nous avons demandé de donner le statut de candidat. La première des priorités va être de sortir de la guerre et puis de négocier. Ça va prendre... Non, mais la question, c'était l'aide. Comment aider l'Ukraine avec de l'argent alors qu'on n'en a pas aujourd'hui? Mais même le volet reconstruction, ça va prendre du temps. On ne reconstruit pas une ville bombardée pour le moment. Donc ça va se faire de manière étalée, comme on en discute maintenant avec nos amis américains. Et le plan Marshall, comment le financer? Et donc, comme on l'a fait par exemple pour sortir de la pandémie, vous avez vu qu'on a accepté de développer un endettement européen plus important avec le plan qu'on a appelé Next Generation EU. Il va falloir que l'on regarde comment on développe un plan de soutien, par exemple, à l'Ukraine, mais il faudra aussi que l'on se demande comment on fait en sorte que la Russie, volontairement ou non, contribue à la reconstruction. Et ça, c'est en partie à travers les fonds que l'on a gelés dans le cadre des sanctions décidées contre la Russie. Et juste un mot sur ces sanctions, justement. Visiblement, elles n'arrêtent pas la Russie dans son opération militaire en Ukraine. En revanche, comme disait Demet, ceux qui paient un lourd tribut, ce sont les Européens dans ces sanctions. Les sanctions, ça prend du temps, mais vous donner un exemple. Moi, je suis en charge notamment du gel des avoirs des oligarques. On a maintenant déjà gelé... Vous êtes dans la task force, pour utiliser un anglicisme. Oui, mais on a en tout cas, donc, dans le groupe qui s'en occupe, pour coordonner les actions, on a déjà gelé plus de 12,5 milliards d'euros d'avoirs d'oligarques et d'entités russes. À côté de ça, il y a les avoirs de la Banque centrale de Russie. Et j'ai souvent dit, ces avoirs, on pourrait les bloquer pendant une longue période, c'est plutôt en centaines de milliards dans ce cas-là, tant que la Russie ne participe pas à la reconstruction. Ce serait une garantie pour aller dans cette direction. Donc nous avons des outils, mais regardez bien le processus dans le temps. Ce n'est pas un processus où, parce que la décision de candidature est prise ce soir, il y ait demain tout de suite des fonds en masse. Et on l'attend en effet d'une minute à l'autre. Il est 18h23 à Bruxelles et à Paris.